Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Valérie, qui est la mécène du mois sur Tipeee. Je vous en dis plus sur Tipeee à la fin de l'épisode et je vous conseille aussi d'écouter l'épisode jusqu'à la fin. J'ai une petite annonce à vous faire qui, je pense, va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 53, Alexis et l'Adriatique au Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Après Nice au Moyen-Âge dans l'épisode précédent, je vous propose aujourd'hui de continuer de voyager dans ce nouvel épisode. Nous n'allons pas très loin, juste un petit peu plus à l'est, puis au sud, pour découvrir l'histoire de l'Adriatique. Et notre guide temporel aujourd'hui, en quelque sorte, c'est Alexis Middle-Monet. Bonjour Alexis. Bonjour Fanny. Alexis, je te reçois parce que en juillet 2020, tu as soutenu un mémoire de Master 2 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc dans un master Histoire du monde méditerranéen médiéval, et ton mémoire était intitulé « Ragus devant l'avancée ottomane, les motivations transadriatiques d'un compromis original 1389-1481 » et tu étais sous la direction de Dominique Valérian et d'Ingrid Housset. Déjà, tout simplement, Alexis, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de l'Adriatique médiévale, même du point de vue géographique ? Bon, les gens le savent peut-être, la mer Adriatique donc, est une mer qui est donc coincée à l'est de l'Italie. Mais nous, on va s'intéresser plutôt donc, sur les littoraux est de l'Adriatique, c'est ça ? C'est ça, alors, mais l'Adriatique, on va s'intéresser aux littoraux est, mais les littoraux est et ouest, alors ce qui est une particularité que j'avais notée dans le titre de mon mémoire, en fait, sont étroitement connectés. Il y a une interconnexion permanente, quasiment même depuis le Moyen-Âge central jusqu'au bas Moyen-Âge, et puis après jusqu'à l'époque moderne, entre le littoral occidental, donc ce qui correspond aujourd'hui aux régions italiennes des Marches, de l'Émilie-Romagne, globalement, même de la Vénétie, ça commence à Venise, mais il y a tout un littoral adriatique médiéval entre Rimini et Bari, dans les Pouilles, où on a tout un système de foires médiévales qui attiraient des marchands bosniens, des marchands croates, des marchands serbes. Il y avait toute une interaction autour de certains produits de première nécessité, de laine, de peau animale, puis aussi des épices qui étaient ramenées depuis la mer Égée et puis par l'Orient. Mais voilà, on a un littoral italien adriatique très dynamique, qui coïncide aussi avec le développement de l'âge communal, avec le développement des seigneuries, des Malatesta, d'Est, de Rimini, des ducs d'Urbino, qui étaient étroitement connectés avec la République de Raguse. La République de Raguse coïncide aujourd'hui avec la ville de Dubrovnik et sa large agglomération. Alors l'Adriatique médiéval, en termes géographiques, ça va donc de Venise, du nord de la mer Adriatique, du golfe de Venise, du golfe du Quarnero, précisément. Aujourd'hui, c'est le petit bout de littoral slovène vers Trieste. Et ça descend, donc comme je l'ai dit, au niveau des marches, ça descend au niveau des Pouilles, qui font face au niveau du détroit d'Otrante. C'est le talon de la botte italienne. Depuis Otrante, en fait, vous pouvez même apercevoir par beau temps quasiment en fait l'Albanie et le Monténégro. Et depuis les monts croates et monténégrins, pareil, vous pouvez voir l'Italie par beau temps au sommet. Donc en fait, plus on descend dans l'Adriatique, plus les deux bouts se font vraiment face. Et cet Adriatique médiéval, en fait, c'est un vaste système d'interaction entre puissances italiennes, entre États balkaniques, la République de Raguse, donc qui correspond à Dubrovnik, son agglomération, le royaume de Bosnie médiéval, le royaume de Hongrie, la Serbie médiévale, qui a été très dynamique au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, comme la Bosnie, globalement, avant que l'Empire ottoman... Et c'était déjà ces noms-là qui existaient à l'époque ? C'était déjà ces noms-là, D'accord. en effet. Même aujourd'hui, alors voilà, il y a toute une question autour de la primauté de l'État de Bosnie-Herzégovine, qui aujourd'hui réconcilie un peu les terres historiques de Bosnie et l'Herzégovine, qui correspond en fait au nom que les Ottomans avaient donné à ce territoire, puisque l'Herzég,
Le terme slave voulait dire grosso modo le seigneur. Les Ottomans quand ils sont arrivés en Bosnie, qu'ils ont découpé le territoire de Bosnie, s'étaient accommodés du terme et avaient désigné notamment le sud de la Bosnie comme l'Herzégovine, parce qu'ils avaient l'habitude de traiter avec l'Herzég dans les courriers. Et beaucoup de seigneurs bosniens prenaient le titre d'Herzég également, qui mettaient en valeur comme n'importe quel condottiere italien, ou comme les grands guides d'armes, les grands commandants français. Donc c'était déjà dans ces termes-là, et c'était voilà, il y a toute une mosaïque d'États balkaniques, comme j'ai dit, Bosnie, Serbie, Croatie. Alors il y avait la République de Raguse, mais il y avait également des États qui se revendiquaient croates, même si la Croatie était totalement inféodée à la Hongrie et en partie à la Bosnie, qui a quand même occupé la Croatie pendant une trentaine d'années. Le royaume de Serbie médiéval et toutes les anciennes possessions qui s'effritent au fur et à mesure du Moyen-Âge de l'Empire byzantin. Donc cet Adriatique médiéval, voilà, c'est vraiment une mosaïque totale de puissances qui possèdent soit des États, des comptoirs, des intérêts, des actifs même financiers. On y retrouve également des Français qui transitent sur la route des croisades et de Ils sont toujours par là. Donc en fait, c'est vraiment un creuset où on rencontre tout le monde. Et la frontière de cet Adriatique médiéval, c'est véritablement le détroit d'Otrante, qui... du bout des Pouilles, fait la jonction avec l'Albanie en face. Après, on entre plus au sud, c'est le début de la mer Égée qui nous emmène jusqu'à Constantinople et au Bosphore. D'accord. Je dis pour les auditeurs et auditrices, je mettrai sur le site passionmédiéviste.fr une carte. Donc si vous voulez, vous pouvez, pendant qu'on discute, aller regarder sur le site. Vous pouvez vous situer pour voir tout ce dont on a parlé. Alors on va en parler aussi plus en détail, mais déjà, pourquoi est-ce que cette période que tu as étudiée particulièrement, donc plutôt de la fin du Moyen-Âge, est intéressante pour l'histoire de l'Adriatique ? Elle est très intéressante, cette période médiévale, même cette période tardo-médiévale, pour l'histoire de l'Adriatique, tout simplement parce que les dynamiques ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la société mondialisée dans laquelle on vit, le grand commerce transnational ne circule pas par l'Adriatique. Bon, il y a bien le port de Gioia Tauro dans les Pouilles et quelques ports évidemment dans les États balkaniques, mais ça n'a rien à voir avec même le port de Marseille, les ports algériens. Et au moment de l'époque moderne, tout ce grand commerce méditerranéen qui structurait la vie du monde connu, du monde connu de l'époque, s'est petit à petit déporté vers l'Atlantique, en lien également avec le commerce triangulaire, les exploitations coloniales. Et l'Adriatique a petit à petit perdu son attractivité. En fait, en se repenchant sur l'histoire de l'Adriatique, surtout des XIIIe, XIVe et XVe siècles, on remonte en fait à tout un patrimoine qui est beaucoup mis en valeur aujourd'hui par les États contemporains. Il y a une concurrence mémorielle, une concurrence politique autour de l'héritage adriatique. Il y a également des traits, on remonte à la naissance en fait d'habitudes qui sont plus forcément non plus mises en valeur aujourd'hui, mais quand on fait du tourisme, quand on sillonne de manière longue et large, par exemple certaines régions d'Italie, on va découvrir encore, c'est ce que j'avais pu étudier en Master 1, que dans les Pouilles, en Calabre, vous avez toute une somme de petits villages où la moitié des habitants sont des Arbërès, sont des Albanais qui ont émigré durant la période des XIIIe, XIVe, XVe siècles, et qui ont gardé ces traits... Jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé cette mémoire ? Oui, ils ont gardé cette mémoire. On a encore une soixantaine, 70 villages qui sont encore bilingues, qui parlent le vieux albanais, puisque la langue albanaise, telle qu'on la parle aujourd'hui, est une langue qui correspond à l'état albanais ottomanisé, islamisé, alors que la langue que parlent les Arbërès d'Italie, de Sicile notamment, est une langue primitive. C'est une préservation de la langue, c'est une préservation également des structures familiales. On a des structures familiales très anciennes qui subsistent dans le sud de l'Italie, dans ces villages. Bon, tous ces villages qui petit à petit, après la libération en 1945, ont reçu, il y a une série de lois régionales qui ont protégé ce patrimoine, et notamment autour de la question linguistique aussi dans les écoles, puisque ça posait pas mal de problèmes dans les années 60 et 70. Pour conclure un peu sur ta question, en ressassant toute l'Adriatique médiévale, on en apprend plus sur l'histoire des États d'aujourd'hui, et sur les mentalités des populations, sur les habitudes et les logiques qui ont amené à plutôt se tourner vers telle ou telle ville, vers tel ou tel bassin économique, bassin culturel. On en apprend beaucoup plus sur toutes des logiques en fait complètement intériorisées aujourd'hui, que si on allait à la racine en fait de ces États d'aujourd'hui qui en fait récupèrent la mémoire, récupèrent le patrimoine de l'époque, sans aller jusqu'à bien évidemment une contextualisation en profondeur. À la faveur du grand mouvement de croissance démographique et économique que connaît l'Europe du Xe au XIVe siècle, les Latins redeviennent progressivement maîtres des mers méditerranéennes. Ils font reculer les musulmans sur la péninsule ibérique et les îles Tyrrhéniennes.
et parviennent à constituer, de la fin du XIe à la fin du XIIIe siècle, des États latins en Orient. Certaines villes portuaires de la péninsule italienne sont des acteurs majeurs de la poussée latine et en tirent largement bénéfice. Et si on regarde sur une carte, en fait, l'Adriatique, en moyenne, ça fait à peu près entre 250 et 300 km de large. C'est une mer plutôt calme ou plutôt agitée en général ? C'est une mer plutôt calme, même si historiquement elle a été très agitée. Tout au sud, on a vraiment 70-80 km Oui, c'est plutôt étroit. de large. Et l'écrivain Predrag Medvejević disait que c'était la mer de l'intimité, qui est vraiment un joli nom que j'avais conservé dans ma conclusion de mémoire, parce que ça résumait bien au final tous les contrastes entre les agitations politiques et au final le sentiment d'appartenance commune qui peut se dégager. Tu nous as cité plein de noms de puissances et tout ça. On va un petit peu reposer tout ça. Quelles sont les principales puissances qui dominent l'Adriatique à l'époque que tu as étudiée ? Donc on va dire fin du Moyen-Âge, 13e, 14e, 15e siècle. Alors les principales puissances, c'est au départ, on a grosso modo la République de Venise qui domine, voire même qui ultra-domine l'espace adriatique durant les 3/4 de la période médiévale, notamment après l'an 1000. Et alors en compagnie de ce royaume de Venise, qui petit à petit est de plus en plus concurrencé par le royaume de Hongrie, on voit donc émerger la République de Raguse, surtout après 1358 et le traité de Zadar. On voit également le royaume de Naples sous toutes ses coutures, puisqu'on a d'abord un royaume de Naples français. Tous les Italiens dans les sources ne manquent pas de... Il y a une forte connotation négative derrière cette histoire du royaume de Naples français, même angevin. C'est les Angioino, les Francesi qui auraient massacré tout le sud italien. Donc le royaume de Naples angevin, puis le royaume de Naples espagnol, aragonais, après 1442, qui à la fin de notre période et au début de l'époque moderne, met plutôt la main sur le sud de l'Adriatique et s'impose jusqu'à l'avènement de Charles Quint, après en 1515, comme la nouvelle puissance successivement rivale et partenaire de la République de Venise. Tout ça a été assez compliqué, mais c'est surtout la République de Venise, le royaume de Hongrie, très très important par ses connexions avec le royaume de Naples, le royaume de Hongrie. Le royaume de Hongrie, à l'époque, ça s'étend sur quelle zone a priori ? Le royaume de Hongrie s'étend surtout sur tout le nord de la Croatie actuelle, s'étend sur le sud de la Hongrie, mais s'étend également sur le nord de la Serbie, sur toute la plaine pannonique, et déborde jusqu'au Monténégro également. C'était vraiment une entité à la fois d'Europe centrale et d'Europe balkanique. On a enfin, ce qui est vraiment quasiment pas étudié en France, mais on a un royaume de Serbie très très dynamique, avec des villes commerciales au riche passé économique. Ça correspond au début de l'exploitation minière également, et ce royaume de Serbie est très dynamique au XIVe siècle, mais perd en influence progressivement. Dès que le royaume de Serbie perd en influence, la République de Raguse également progresse. Mais si on pouvait résumer, c'est vraiment Venise, la Hongrie et Raguse qui fait son histoire, en fait, d'abord dans les pas des deux, puis s'affirme. Et à la fin, le royaume de Naples, sans oublier les États pontificaux, mais c'est plus une autorité spirituelle qu'une autorité physique. Et là, quand tu parles de cette domination, est-ce que ça comprend aussi la domination de la mer en elle-même ? Oui, ça comprend la domination maritime, parce que la République de Venise était comme l'Angleterre du temps napoléonien, dominait les mers. Il n'y avait pas de débat, la République de Venise dominait les mers, mais elle n'était pas seule dans ces mers-là. Lorsque la Bosnie occupe pendant 30 ans la Croatie, c'est au tournant des 14e et 15e siècles, entre les années 1390 et 1420, il y a toute une marine bosnienne qui tente de s'affirmer. Et on a régulièrement, en dehors de ce contexte de guerre, des accrochages entre les marins catalans, les marins espagnols, les marins vénitiens, les marins grecs également. L'Empire byzantin était beaucoup plus enneigé qu'en Adriatique. Sa présence en Adriatique commençait vraiment tout au sud de Raguse, à Kotor. Puis après, aller vraiment en Albanie, mais l'Albanie est entre les deux. Il y avait également toute une marine napolitaine française qui a connu des hostilités avec la République de Raguse et avec Venise. Donc c'était vraiment une suprématie maritime qui était contestée, même si à travers l'histoire, Venise a toujours réussi à s'imposer comme la puissance dominante dans les mers. Bah oui, toujours. Tu as commencé à le dire, mais au sein de cet espace de l'Adriatique, tu as plus spécifiquement travaillé sur la République de Raguse. Alors raconte-nous, comment est née cette République de Raguse ? Quelle est son histoire ? La République de Raguse, il y a deux thèses, alors qui ne sont pas vraiment des thèses historiques très, très scientifiques, mais il y a plutôt deux légendes concurrentes autour de l'émergence de la naissance de Raguse. On a l'empereur byzantin Constantin Porphyrogénète, qui était un empereur très lettré par ailleurs, qui avait développé une thèse, qui avait légué dans des manuscrits le souvenir comme quoi Raguse en fait venait des invasions des peuples avars, des peuples slaves des 7e, 8e siècles, et que ces dernières populations
menaçant la ville. Alors dans toutes les sources, dans tous les pays, tout le monde se revendique de l'ancienne cité d'Épidore. Selon Constantin Porphyrogénète, les habitants d'Épidore, qui devaient fuir les invasions slaves et avares, s'étaient repliés plus à l'ouest et seraient tombés sur le rocher actuel de Raguse et auraient bâti une colonie au 8e, 9e siècle. Et c'est de là que la ville de Raguse se serait développée. Il y a une autre idée qui, elle, correspondait plus à la légende officielle de la République de Raguse, qui avait sa propre idéologie, son propre discours, son propre roman national, si je peux me permettre, où là, pour le coup, c'était une thèse totalement opposée, où il fallait à tout prix mettre en avant la suprématie romaine. La suprématie romaine du patriciat ragusin d'origine latine, d'origine... Ouais, donc tu parles de l'Empire romain, ouais. Oui, romaine. On revendiquait l'héritage de Rome, de l'Empire romain, même de la République romaine, de son sénat, de ses patriciens, puisque d'après tout le patriciat ragusin, notamment un écrivain qui s'appelle Niccolò de Ranina, qui a légué des sources historiques au XVe siècle, un personnage alors dénommé Pavlomir aurait profité des désordres sociaux, de toute la désorganisation de l'Italie centrale et méridionale au Haut Moyen-Âge, donc dans les années 610-620, pour enrôler autour de soi des paysans, des mercenaires, des soldats, pour reprendre, alors c'est bien une légende, il n'y a aucune preuve historique, pour reprendre le territoire de son aïeul, de son père et de son grand-père, qui avait été, de manière légendaire, chassé du pouvoir par un usurpateur slave au niveau de Raguse. Donc c'est très romanesque, il y a toute une légende comme quoi ils auraient pris en barque, ils seraient allés de l'autre côté de l'Adriatique pour récupérer la ville de Raguse. Personne ne sait vraiment si c'était sur le rocher de Raguse qu'ils sont arrivés, il y en a beaucoup qui disaient que c'était alors, la ville qui s'appelle Ragusa Vecchia, c'est le nom italien, le nom croate aujourd'hui c'est Caftat. Beaucoup disent que finalement ils sont arrivés sur un autre rocher à 20-30 km qui s'appelle Caftat, et c'est la thèse de Ranina, c'est que finalement il y a eu un peu comme en histoire antique un synocisme entre les populations plutôt grecques et slaves et les populations romaines venues d'Italie, et qu'elles auraient travaillé main dans la main pour bâtir une nouvelle ville en 714 sur le rocher de Raguse. Donc voilà, il y a deux légendes opposées qui se font face sur la naissance de Raguse, mais c'est vers le 8e siècle, de manière historique plus sérieuse, qu'on peut dater la vraie naissance de la cité de Raguse en tant que telle. Et la République elle-même, donc née au Moyen-Âge, d'ailleurs, explique-nous comment naît cette République, et aussi, c'est étonnant, le terme de République au Moyen-Âge, on s'y attend pas forcément. Est-ce que c'est la même signification qu'aujourd'hui ? C'est comme Venise, il y a un début d'histoire commune, il y a plusieurs siècles d'histoire commune avec Venise, donc ça n'a pas la même signification qu'aujourd'hui, c'est pas la République française, c'est pas la République portugaise non plus du début du XXe siècle, ni la République espagnole, c'est pas cette conception-là d'un système politique, c'est un système politique à la vénitienne, donc structuré par un patriciat conservateur, chargé de faire perdurer les traditions, chargé également de confisquer le monopole législatif, chargé de tenir également les insignes, les emblèmes de la cité, de tenir les armées. Et cette république, disons qu'après l'idée, Ragnina date en 754 la construction d'un nouveau fort sur le rocher de Raguse. Raguse est d'abord sous l'escarcelle byzantine. En 1022, l'empereur byzantin Manuel Comnène octroie un archiépiscopat à la cité de Raguse, mais la domination vénitienne, elle, se fait de manière plus sérieuse à partir de 1205. En 1205, Venise, qui s'étend dans l'Adriatique, met la main sur plusieurs cités. Raguse devient officieusement une colonie vénitienne. Et étant donné que Venise est structurée selon un modèle de république avec une ville-centre, Venise, et un stato d'Amar, c'est-à-dire un état maritime qui correspond à toutes les possessions coloniales ou pas. Colonial, le terme fait débat de manière historiographique. Mais donc Raguse, est calqué de toute manière sur le modèle politique vénitien, donc le même patriciat, le même fonctionnement sénatorial à quelques détails près, le même fonctionnement il y a un conseil majeur, un conseil mineur, ce qui est un peu l'équivalent du conseil des 10 de Venise, donc c'est vraiment le même tissu institutionnel, et cette idée de république très différente d'aujourd'hui a vraiment pour vocation, comme j'ai pu le dire avant, à faire perdurer l'héritage mémoriel de Rome en fait. On se revendique romain, il y a tout un discours de supériorité, même civilisationnelle, du patriciat romain, de la langue latine, des belles lettres latines, et l'idée républicaine est à prendre dans ce sens-là. Elle n'a pas de sens social, elle n'a pas de sens même dans l'intégration des étrangers, l'intégration citoyenne, civique. Voilà, c'est pas une république contemporaine, mais c'est vraiment une poupée vénitienne. Et en fait, cette république aussi naît suite à une guerre, comme on l'a un peu dit tout à l'heure, entre Venise et la Hongrie. Oui, alors autant Raguse était dans l'ombre de Venise de 1205 aux années 1358,
Dans la première moitié du XIVe siècle, Raguse prend de plus en plus de poids dans la République vénitienne et a réussi à s'octroyer une grande autonomie de circulation, d'action, d'échange, même de diplomatie politique avec d'autres villes, d'autres États, alors qu'elle reste sous la domination vénitienne. Et en 1358, on a l'issue d'une guerre entre Venise et la Hongrie, notamment pour des possessions maritimes au nord de la République de Raguse, dans la région de Split. Une guerre également pour des taxes commerciales, les privilèges de contrôle sur le marché du sel, également en Adriatique. Et la Hongrie gagne cette guerre face à Venise. Et dans les clauses du traité de Zadar qui met fin au conflit, la République de Raguse rompt en fait tout contrat qui la liait avec Venise. Ouais, elle s'émancipe. Elle s'émancipe et elle décide de rejoindre une tutelle beaucoup plus avantageuse qui lui accordait beaucoup plus d'autonomie diplomatique, d'autonomie économique, qui était celle du royaume de Hongrie en 1358. Et là, on peut parler, même si alors de toute son histoire, la République de Raguse n'a jamais été entièrement autonome, puisqu'elle a été successivement byzantine. Il y a eu quelques années de domination, d'attaque normande, puis donc vénitienne, puis hongroise, même si pour tout le monde Raguse rayonnait, c'était autonome, c'était indépendant, mais de fait ça restait sous la juridiction hongroise. Il fallait demander l'autorisation au royaume de Hongrie pour lever des bateaux de guerre, sur l'armée, sur les envois également de légats diplomatiques. Puis après, elle a été ottomane, elle payait le tribut à l'Empire ottoman, puis à l'Autriche-Hongrie, et puis voilà, elle a toujours été sous la domination, mais d'une autre force étrangère. Mais donc en 1358, c'est vraiment l'âge fondateur de la République de Raguse, tel qu'on l'étudie. Elle s'émancipe complètement de la tutelle vénitienne et devient le plus sérieux rival à Venise. Raguse est république maritime, cité-État, édifiée sur la côte dalmate au pied de la montagne, dans un site défensif à proximité de la Neretva qui descend de l'intérieur de la Bosnie, sauvegarde son indépendance quand les Vénitiens occupent toute la côte, sauf de 1204 à 1358, puis quand les Turcs leur succèdent. Ces institutions sont calquées sur celles de Venise, une république aristocratique où les riches marchands nobles détiennent le pouvoir dans les conseils et occupent les magistratures. Et dans ton mémoire, qu'est-ce que tu as montré sur Raguse ? Disons que dans l'historiographie et dans toute la production scientifique, beaucoup d'historiens français, italiens, croates, serbes, yougoslaves, russes, grecs se sont intéressés bien évidemment au modèle économique de Raguse, parce qu'il y a tout un secteur un peu magique à raconter autour du premier âge minier en Europe centrale, au XIIIe, XIVe siècle, mais aussi tout un âge financier, puisque Raguse, avec l'Italie, Raguse se faisait un peu l'intermédiaire banquier de référence pour pas mal d'États italiens, thésaurisait pas mal de fonds et convertissait en actifs pas mal de retombées aussi du développement minier d'Europe centrale. Moi, ce que j'ai voulu plutôt montrer, c'était les contradictions diplomatiques de cet État qui, de fait, étant inféodé à la Hongrie et se revendiquant de tradition latine, devait toujours montrer un peu patte blanche auprès des papes, auprès des États pontificaux, auprès des alliés italiens. Théoriquement, Venise reste un allié diplomatique, surtout après 1389 et les premières incursions ottomanes. Mais Raguse, voilà, a toujours voulu jouer un petit peu sa propre carte. Elle cherchait toujours à avoir des relations avec l'Empire ottoman. On a plein de lettres, plein de courriers, plein de sources qui le datent, même si c'était tabou, qu'elle ne pouvait pas le dire officiellement. Moi, j'ai voulu montrer un petit peu dans quelles contradictions diplomatiques la République de Raguse se trouvait avec l'Empire ottoman et également avec d'autres États balkaniques qui étaient ses ennemis, et également comment la gestion de la politique migratoire au XIVe et au XVe siècle, politique migratoire vis-à-vis de tous les émigrés grecs, slaves, albanais, valaques, bulgares, hongrois, comment elle arrivait à concilier tout ceci sans dénaturer son système politique républicain d'époque très conservateur et très dogmatique, ni dénaturer ses alliances économiques avec les cités toscanes, avec les communes italiennes des Marches, et conserver, par le biais de la maîtrise de sa politique migratoire et par le biais également du contrôle d'échanges marchands avec les États italiens, comment elle se retrouvait finalement un petit peu en position de force
pour mieux surmonter les pressions ottomanes, les pressions turques qui se faisaient sur l'ensemble des États balkaniques qui, quasiment en 1460-1470, sont tous tombés un par un, à l'exception de la République de Raguse, qui finit vassalisée officiellement en bons termes, mais pressée de toutes parts. Et pour étudier toute cette histoire de Raguse et de l'Adriatique en général, comment est-ce que tu as travaillé sur des archives ? Est-ce qu'il y a un endroit spécial où on trouve beaucoup d'archives sur toute cette zone ? Il y a un endroit général où on trouve énormément d'archives sur la République de Raguse, c'est à Dubrovnik même. On a les Dărzani Arhivu Dubrovniku, qui sont Les quoi, pardon ? C'est les archives générales de la ville de Dubrovnik, qui ne sont pas encore disponibles dans leur intégralité, parce qu'elles ont été dépouillées au fur et à mesure du XXe siècle, au fur et à mesure également des guerres, des changements géopolitiques, mais on a beaucoup d'historiens yougoslaves qui les ont dépouillés. Dans ces archives de Dubrovnik, c'est les comptes rendus des conseils politiques, du Sénat, du conseil majeur, du conseil mineur, des décisions du recteur. Comme à Venise, où on a un doge, on a un recteur qui en réalité n'a pas de pouvoir politique grand, mais plutôt des pouvoirs diplomatiques, des pouvoirs de représentation. Dans ces archives, on trouve des comptes rendus de conseils qui ont pu être extraits on a des livres de référence avec des traductions en français, notamment celui de Boško Bojović, qui est un historien franco-serbe, qui a étudié notamment et qui a enseigné à l'EHESS, qui a extrait pas mal d'archives de Dubrovnik, mais également qui a extrait tout un tas de lettres qui ont été échangées entre les conseils politiques de Raguse et la chancellerie diplomatique des sultans ottomans, notamment Mourad Ier et le sultan Mehmed II. Mehmed II, c'est entre 1440 et 1480 globalement. Et toi, tu as pu aller là-bas ou tu as tout étudié à distance ? Non, j'ai tout fait à distance, notamment en seconde moitié d'année 2020 avec le Covid, les déplacements étaient fort restreints. J'ai consulté à partir de ces livres, j'ai étudié de manière brute le contenu des livres, le contenu des traductions, des retranscriptions. Alors évidemment, j'ai pas pu vraiment travailler sur l'original, mais Parce que c'est plutôt en quelle langue en fait ? Alors c'est plutôt en vieux serbe, ça s'appelle le serbski diak, le vieux serbe, c'est en vieux serbe ou en latin. C'est plutôt vieux serbe ou en latin. On a du latin pour une époque aussi tardive, c'est étonnant quand même. Oui, parce que la République de Raguse, comme je l'ai dit, se revendiquait toujours du c'est logique, latin. Effectivement. Alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir des sources en grec, on en a quasiment aucune. Il y a quasiment aucune source en grec sur ce périmètre-là. On a beaucoup de sources également en italien. Parce que dans mon mémoire, en complément donc des délibérations, des archives normatives, j'ai feuilleté énormément de chroniques qui ont été écrites par des écrivains ragusins, par des hommes politiques de Raguse, des membres du patriciat, également par des ecclésiastiques, des moines. Et ces chroniques, en fait, on les retrouve aujourd'hui elles sont numérisées, elles sont disponibles en ligne. Donc ça se télécharge en PDF. Ouais. C'est des PDF assez lourds, volumineux, en écriture d'époque, donc il faut dépouiller, mais c'est en italien. Moi j'ai la chance de pouvoir parler, de pouvoir comprendre l'italien. Donc la grande majorité, j'ai travaillé à partir de 4 chroniques. J'ai travaillé à partir des chroniques de Giacomo Lucari, qui est un patricien, alors en croate c'est Jakov Lukarević. Il y a toujours une traduction croate-italienne qui va de pair, même sur les noms des villes, des plages, des forteresses. Oui, tu t'es bien amusé du coup à chaque fois à tout traduire. Oui, je me suis bien amusé tout le temps à traduire et à regarder les correspondances. Mais donc j'ai travaillé à partir des chroniques de Giacomo Lucari, qui était patricien. Par ailleurs, son fils était diplomate, a fait des missions pour Constantinople. Enfin, pas pour Constantinople, mais dans les relations avec Constantinople. J'ai travaillé aussi sur l'Historia del Regno di Slavi, l'histoire du royaume des Slaves, écrite par Mauro Orbini, Mavren Orbin, qui était un moine bénédictin de l'île de Millet, qui est au large de Raguse, et qui compile toute l'histoire des royaumes médiévaux en question, royaume de Bosnie, royaume de Serbie, l'Herzégovine, le Monténégro, le nord de l'Albanie, et bien sûr Raguse. Alors, tous ces chroniqueurs ont des points de vue un peu différents. Il y a aussi des chroniqueurs plus modernes, pour le coup. Francesco Maria Appendini, c'est le 18e, 19e siècle. Serafino Razzi, c'est le 17e siècle. Donc on a des points de vue vraiment... C'est bien postérieur, quoi. Voilà, on a des points de vue plus postérieurs, tout comme on a des points de vue alors également postérieurs aux événements, parce que Mavren Orbin, c'est 1594-1595. Oui, mais déjà, ça a moins d'un siècle. Enfin, mais voilà, c'est à peu près un siècle d'intervalle, et c'est ces chroniques qui racontent des anecdotes sur le déroulement des guerres,
les stratégies politiques, les venues étrangères. Donc j'ai vraiment mixé à la fois à partir des chroniques, à partir d'archives qui ont été retraduites soit en italien ou en français. Voilà, j'ai vraiment fait un peu un mélange des deux. Voilà. Et depuis que tu as fait ton mémoire, qu'est-ce que tu fais, Alexis ? Et depuis que j'ai soutenu mon mémoire, après je me suis engagé dans le concours de l'agrégation, qui est une vaste épreuve. J'ai pas été admis aux écrits, mais bon, je continue. Je suis actif également dans d'autres domaines. Bon, j'ai un engagement politique. Je suis conseiller municipal dans ma ville, notamment. Donc, je ne chôme pas mes journées. D'accord. J'ai principalement préparé le concours de l'agrégation cette année, mais tout en ayant également d'autres engagements. Mais je garde tout cet espace adriatique et ces bases dans un coin de ma tête. Et je ne sais pas encore si j'aurai l'opportunité de pouvoir poursuivre derrière par le biais d'une thèse ou en parallèle d'un enseignement. Mais j'ai fait plutôt une petite pause qui correspond aussi à une période d'engagement d'hiver et à la situation du moment. On l'a compris, il reste encore beaucoup de choses à étudier sur l'Adriatique médiévale. Tu as donné plein d'idées comme ça de sujets, peut-être que ça intéressera quelqu'un. Alors pour finir ce podcast, Alexis, j'ai une question qui est un petit peu rituelle dans ce podcast. Justement, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait étudier l'Adriatique médiévale ? Quelqu'un qui voudrait étudier l'Adriatique médiévale et qui de préférence n'y connaît pas grand-chose, je lui conseille de lire Les Chemins de l'exil d'Alain Dusselier, puisque c'est vraiment l'ouvrage de référence français. C'est un ouvrage qui a été co-rédigé avec Bernard Doumer, avec Brunhilde Imhaus, et qui retrace tout le périple migratoire de l'époque, des Albanais, des Bosniens, des Croates qui sont venus en Italie, dans toutes les régions d'Italie, et qui retrace toutes les grandes dynamiques de ces États dans l'époque. Et c'est extrêmement documenté, extrêmement rempli d'anecdotes, extrêmement sourcé. C'est un gros pavé, mais qui se prend assez rapidement, et je lui conseille vraiment de lire ça, puisque ça lui donnera immédiatement accès derrière à l'historiographie italienne, donc à un autre point de vue sur l'espace. Vraiment tous les chroniqueurs, tous ceux qui ont écrit sur le sujet, ils sont nommés, cités, référencés, récupérés. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est à la fois volumineux, mais qui est quand même très grand public malgré tout, pour quelqu'un qui souhaiterait s'intéresser au sujet. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'histoire de l'Adriatique médiévale. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu voyagé dans cet épisode. Donc, merci beaucoup Alexis Middlemonet pour tout ce que tu nous as raconté, c'était vraiment passionnant. Et si l'histoire de l'Italie vous intéresse, j'avais fait un épisode il y a quelques temps sur les condottières avec Peter, donc allez écouter cet épisode si l'histoire italienne vous intéresse. Et bien sûr, allez écouter tous les autres épisodes de Passion médiéviste si l'histoire médiévale vous intéresse. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai aussi 2 autres podcasts où je parle d'histoire sur le même format que ce que vous avez entendu aujourd'hui. Donc j'ai Passion moderniste sur l'histoire moderne et Passion antiquité, du coup sur l'histoire antique. Je rajoute un petit message que j'enregistre des mois après l'enregistrement pour vous dire que si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez contribuer sur Tipeee, donc Tipeee TIP3E. C'est une plateforme de financement participatif où vous pouvez contribuer pour 1 € ou plus, comme vous voulez. Et ce mois-ci, je tiens à remercier Emmanuel, Charlotte, Denis, Loïc, Mathieu, Sandrine, Frédéric et Ludivine. Merci beaucoup à eux. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, nous parlerons encore un petit peu, nous allons encore voyager, nous allons parler du Danemark au Moyen-Âge. À bientôt! Bon alors, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai un petit truc à vous dire. En septembre, je vais sortir le prochain épisode de Superjoute Royale. Et si vous ne savez pas ce que c'est Superjoute Royale, eh bien allez sur passionmédiéviste.fr et écoutez ces épisodes un petit peu particuliers. À bientôt!